C'est Mourad Boudjelal, notre GG Mourad Boudjelal, éditeur de bande dessinée avec Oxymore Édition. Il s'est dit, un matin, il est arrivé avec cette BD, il nous l'avait présentée en disant, écoutez, elle est formidable. Ça s'appelle Autopsie. C'est le premier volet qui s'appelle le sacrificateur. Et le scénariste, c'est un médecin légiste, un gars extraordinaire. Il nous a poussé, faites-le venir dans les GG qui vous parle de son métier, pourquoi il est devenu scénariste de bande dessinée. En plus, il est toujours médecin légiste. Eh bien, il est là, Antoine Tracy, bonjour. Bonjour. Donc, c'est vous le scénariste de Autopsie? Eh oui, c'est moi. Comment de médecin légiste on devient scénariste? Ah, le chemin est un peu tortueux, hein. Je suis d'abord passé par la case roman, puisque j'ai écrit 3 romans à partir du début des années 2010. Il s'est trouvé que ce premier roman a retenu l'attention d'un éditeur de bande dessinée, Jean-Luc Istin, des éditions Soleil à l'époque, et qui m'a dit: écoute Antoine, c'est bien, est-ce que tu accepterais de scénariser une bande dessinée pour nous, pour Soleil? Moi je me dis pourquoi pas, hein, une nouvelle corde à mon arc. Donc j'ai scénarisé une première bande dessinée, une deuxième chez Soleil, donc la première dans la collection Oracle, la Ouais. deuxième dans la collection Android. Et il se trouve que l'an dernier, quand Mourad a créé sa nouvelle maison d'édition de bande dessinée Oxymore, ils m'ont demandé de venir les rejoindre. Et cette fois-ci, pour faire du polar médico-légal. J'ai dit OK, allons-y. Alors, c'est quoi un polar médico-légal qui se passe dans les pays scandinaves, enfin à Göteborg en Suède, alors? C'est quoi? Eh ben, En même temps, quand on voit les dessins, ce matin, il a regardé Antoine dire, si bon, faut s'accrocher, quoi. C'est du cru. Voilà. Alors, en fait, ça s'inscrit dans une série concept qui s'appelle Autopsie, où à chaque fois, on va avoir un nouvel épisode distinct du précédent et du suivant. La seule ligne rouge étant l'existence d'une découverte d'un cadavre, enquête de police, mais vue du point de vue du médecin légiste, donc sous-tendu par des autopsies. Sinon, l'enquête est différente à chaque fois, donc les personnages ne sont pas récurrents. Et pour le premier épisode, je me suis dit, tiens, on va taper dans le polar scandinave, parce que c'est effectivement quelque chose que j'aime bien, quelque chose qui est porteur, quelque chose que le public aime. A priori, ça marche bien. Voilà. Avec une femme, médecin légiste, Tout à fait. jeune. Ouais. Ce qui n'a rien d'extraordinaire, puisque dans notre métier, comme dans la plupart des métiers médicaux, il y a une féminisation croissante. Et à l'heure actuelle, la majorité des médecins légistes qui sortent de la filière de formation sont des femmes. Vous-même, comment vous êtes devenu médecin légiste? Alors c'était là encore un accident, un hasard. Le fait que dans mon cursus médical, assez tôt dans mon cursus médical, à l'époque où j'étais encore externe, j'ai eu l'occasion de faire un stage de découverte en médecine légale et ça a été véritablement une révélation. Donc moi, je me destinais initialement à soit une médecine de laboratoire, de la biologie médicale, ou alors à la radiologie. Mais après ce court stage en médecine légale, ça a été véritablement mon objectif. Mais alors, attendez, c'est quoi avoir la révélation dans le médico-légal? Alors, c'est-à-dire, vous êtes arrivé, vous dites, un cadavre, c'est ce que je veux faire dans ma vie, c'est ouvrir, c'est regarder, c'est comme ça que ça se passe? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je dirais que c'est un ensemble de réflexions qui tournent autour du fait déjà qu'on n'est pas nécessairement très attiré par le soin, puisque les gens qui viennent en médecine légale sont des gens qui, a priori, sont plus intéressés par la recherche scientifique, l'élucidation de mystères, de choses comme ça, plus que par le soin médical proprement dit, vous voyez. Et ça a été l'occasion également de ce stage de se confronter pour la première fois à la police, à la gendarmerie, aux magistrats, qui sont nos principaux interlocuteurs en médecine légale, beaucoup plus que les autres médecins. Et je dirais que c'est difficile à expliquer, mais une osmose s'est tout de suite faite et j'ai véritablement eu envie d'inscrire ma carrière là-dedans. Je vais vous poser des questions naïves, hein, comme on a dû vous en poser plusieurs, et après nos GG vont faire, mais est-ce que vous avez été malade la première fois que vous avez autopsié un cadavre Non. ou pas? Non. C'est souvent dans les séries ou quoi que ce soit, on voit ceux qui arrivent dans les salles médico-légales, qui partent à la renverse, qui sont malades. On voit des scènes un peu gore d'ailleurs. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des enquêteurs de police, des jeunes enquêteurs pour lesquels c'est la première autopsie qui effectivement se trouvent mal pendant une autopsie. Moi, ça m'est jamais arrivé et ça n'est jamais arrivé non plus à mes collègues pour une raison simple, c'est que lorsqu'on commence la médecine légale, on a déjà un certain nombre d'années de médecine derrière soi et ce sont des années où on a déjà été confronté à la souffrance, à la mort. Donc, en fait, le cadavre n'est pas je dirais, un objet de crainte ou de répulsion pour nous, c'est un objet d'étude.
ce qui n'évacue absolument pas la notion de respect qu'on doit à la personne décédée, mais pour autant, c'est quand même essentiellement un objet d'investigation. Vous devez tout étudier, tout regarder attentivement, tout Tout à fait. répertorier. Et comment ça se passe? C'est comme on voit dans les films, c'est-à-dire vous avez un petit micro, vous parlez dans le micro au fur et à mesure, vous enregistrez au fur et à mesure, vous faites votre autopsie ou Alors ça dépend. Je veux dire, il y a pas 2 médecins légistes qui aient la ils même travaillent de la même technique. manière? Ouais. Vous avez certains qui effectivement ont un petit micro, ou alors qui ont leur téléphone dans une cage plastique pour protéger des projections diverses et variées et qui parlent dans ce téléphone. Vous en avez d'autres qui vont recruter un scribe, donc on va demander au policier ou au gendarme qui est là de prendre les notes, ou alors à l'interne de prendre les notes. Moi, j'ai l'habitude de prendre mes notes sur un tableau. Donc il y a un tableau dans la salle d'autopsie, et une fois que l'autopsie est terminée, je photographie le tableau, j'efface, et puis on recommence avec l'autopsie suivante. Mais ça, c'est une spécificité, je dirais, de l'Institut médico-légal de Paris, où je travaille actuellement, qui est que, compte tenu du volume très très élevé d'autopsie, bah, vous en faites 1, 2, 3, 4 dans la matinée. C'est-à-dire À la suite. que là, vous n'arrivez pas d'autopsie là, à cette heure-ci, là, à Non, 11 heures dans les GG? non, non, la dernière remonte à une dizaine de jours. Dizaines de jours, et en moyenne, dans la journée, vous en faites combien? Dans la matinée. Dans la Dans la matinée? matinée, on en fait 2, 3, 4, parfois 5. Et alors, par exemple, votre dernière matinée d'autopsie, Il y en avait 3. et c'était Il y avait un noyé, un pendu, un accident de la voie publique. ici à Paris? Oui. C'est-à-dire, on vous amène les 3 cadavres. Vous connaissez votre programme du matin, quoi, en fait. En général, je le connais la veille au soir. La veille au soir. La veille au soir, je vais récupérer mes dossiers d'autopsie de manière à me familiariser avec chacun des cas et de manière à pouvoir démarrer rapidement. Parce que là encore, au niveau de l'IML de Paris, qui réalise à peu près un quart de l'ensemble des autopsies médico-légales sur le territoire national, on est soumis, je dirais, à un impératif de rapidité qui ne se voit pas dans les autres structures médico-légales. Partout ailleurs en France, en général, vous faites une autopsie par jour, et puis après, vous êtes tranquille pendant 2-3 jours, parce que vous n'êtes pas le seul médecin à en faire. À l'IML de Paris, quand on y va, on sait que ça va être chaud, quoi. On commence à 7h30 du matin, on termine vers les 12h30, et on fait du non-stop. D'accord. Et alors, par exemple, les 3 autopsies dont vous nous parliez la semaine dernière, vous nous avez dit qu'il y avait un noyé, un pendu, un accident de la voie publique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vous demande, par exemple, pour le pendu? On vous a demandé quoi? On vous demande Alors, quoi? donc le principe de l'autopsie médico-légale, c'est, dans le cadre d'une enquête pénale, d'apporter des éléments de preuve, ou tout au moins des éléments d'orientation qui vont servir au magistrat pour se faire une idée plus précise de ce cas médico-légal. Donc dans le cas d'un pendu, eh ben, a priori, on pourrait se dire un pendu, c'est simple, c'est un suicide, évacué. Non. En réalité, il va déjà falloir rechercher tout ce qui ne cadrerait pas avec la pendaison. Est-ce que nous avons des traces suspectes au niveau du cou? Est-ce que nous avons des contusions sur le reste du corps? Est-ce que la position des lividités, c'est-à-dire l'accumulation du sang dans les parties déclives du corps, ne correspond pas à la pendaison? Donc tout ce qui, en théorie, pourrait nous faire supposer qu'il s'agit d'un homicide maquillé en pendaison. Alors, Et ça, c'est vous qui le découvrez en parallèle des enquêteurs, quoi, en tout à fait. Disons qu'on doit toujours commencer une autopsie, et ça c'est vraiment une règle absolue, sans a priori, sans présupposer, et surtout sans se précipiter sur la cause a priori évidente de la mort. Donc essayer de rechercher tout ce qui ne cadre pas avec la théorie qu'on nous sert, à savoir c'est un monsieur qui s'est pendu. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très très importante, c'est la réalisation de prélèvements, puisque maintenant, en 2024, bientôt 2025, on ne peut pas concevoir une autopsie sans, alors en amont de l'autopsie, de l'imagerie, puisqu'on fait systématiquement de l'imagerie, radiographie ou mieux scanner, et pendant l'autopsie, des prélèvements pour la toxicologie, pour l'anatomopathologie, éventuellement pour la génétique. Et ces prélèvements qu'on va faire et qui seront ensuite exploités si le magistrat le souhaite, vont nous permettre d'approfondir les circonstances de la mort. Cette personne qui s'est pendue a-t-elle absorbé telle ou telle substance, par exemple? D'accord. Vous restez avec nous, Antoine Traqui, parce que c'est passionnant. Il y a la BD, Autopsie, il y a votre métier. Alors c'est le volume 1, le scarificateur.
Franchement, Noël est passé, mais il est encore temps d'offrir des cadeaux. Et cette BD est vraiment passionnante si vous aimez le suspense, si vous aimez les tueurs en série, les mystères. En plus, ça se passe en Suède. Et puis, on va continuer de vous poser des questions sur vous, sur votre métier. Je crois qu'en 20 ans de Grande Gueule, c'est la première fois qu'on a un médecin légiste qui est avec nous aujourd'hui sur le plateau. Et c'est Antoine Traqui qui signe en tant que scénariste cette BD Autopsie, volume 1, le scarificateur. C'est aux éditions Oxymore. On va le dire franchement, c'est la maison d'édition de notre GG Mourad Boudjelal, mais il nous l'avait conseillé. Et c'est un polar, c'est le premier volume d'un polar qui se passe dans les pays scandinaves, enfin le premier volume, avec une jeune médecin légiste. Si vous aimez, ce qui est, faut quand même le dire, hein, les crimes, c'est assez sanglant, avec tueur en série, l'atmosphère scandinave, eh ben c'est fait pour vous. Alors, puisque Antoine est avec nous, Antoine Traqui, question de nos GG, Fatima Idbounoua qui a écouté attentivement tout à l'heure, me faisait signe, je veux parler, je veux parler. Non, mais ça me fascine, vraiment. Ce que je trouve passionnant, enfin fascinant et très beau, c'est comment, grâce à vous rendez justice à un mort grâce à son corps. Comment vous êtes à l'écoute, enfin comment le corps parle malgré tout et comment vous pouvez être à l'écoute. Et ma question, est-ce que vous pouvez nous raconter un moment, parce que vous étiez sur plusieurs affaires, notamment Jonathan Daval et d'autres, à quel moment l'autopsie a permis vraiment de faire basculer une enquête? Et Alors, quel élément c'était? Enfin, en l'occurrence, ça c'était Alexia Daval, hein, puisque c'était le corps qui avait été tué et en partie calciné d'ailleurs. oui, 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 tout à fait. Alors, Vous le saviez que c'était une affaire criminelle médiatique au moment où vous avez le corps ou pas? alors, Ou vous vous isolez de ça? on était tout à fait au début de l'emballement médiatique qui a suivi cette affaire. Le corps a été trouvé assez précocement, puisque cette jeune femme était supposée être partie de chez elle le samedi matin pour aller faire un jogging. Son mari, constatant sa disparition, alerte la gendarmerie, alerte les pompiers, et c'est 2 jours après qu'on retrouve le corps partiellement calciné dans un bois. Donc il s'est déroulé quand même assez peu de temps entre le signalement de la disparition supposée de cette jeune femme et la découverte de son corps. Et l'autopsie, nous l'avons faite le surlendemain. Donc on n'était pas encore véritablement dans l'emballement médiatique qui a suivi. Ça a été dans la semaine suivante, avec Marche Blanche, Le mari en pleurs sur tous les plateaux de télé. Donc ça s'est emballé par la suite. On savait, bien sûr, d'emblée que c'était une affaire criminelle, parce que les choses étaient absolument patentes d'emblée. Le focus était dès le départ, bien sûr, ça n'a pas été tout de suite révélé, mais le focus de la part des enquêteurs était d'emblée sur le mari, à cause, je dirais, d'un certain nombre d'éléments d'enquête qui sont apparus très très précocement dans la procédure. Et ils vous les fournissent dans ces cas-là, les enquêteurs? Alors, Ils vous oui. disent, voilà ce sur quoi on travaille, Oui, tout vois à si fait. tu peux nous donner des éléments, c'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire que quand on arrive dans la salle d'autopsie, donc le corps a déjà subi les examens d'imagerie, il est sur la table, mais les enquêteurs sont déjà là. Et donc dans ce genre d'affaires criminelles, vous avez pas mal d'enquêteurs. Vous avez le directeur d'enquête, les différents enquêteurs de la gendarmerie qui sont sous ses ordres, et puis vous avez les techniciens en identification criminelle qui sont là pour la constitution des scellés, les photos, etc. Et donc bien sûr, il y a un temps d'échange avant l'autopsie. Temps d'échange qui parfois va durer jusqu'à une demi-heure. Donc on discute avec les enquêteurs des premiers éléments de l'enquête, et ensuite, après c'est à nous, donc on procède à l'examen externe du corps, et ensuite à la dissection, la réalisation des prélèvements. Pour une affaire comme ça, on n'est pas dans les autopsies qu'on fait en 40 minutes. On est dans une autopsie qui dure 4 ou 5 heures, parce qu'il s'agit d'être excessivement minutieux pour ne rien louper. D'accord. Hein? Rien louper, ça veut dire chercher quoi, en fait? Alors, ça veut les dire... traces ADN? Là, nous nous trouvions dans la situation d'un corps qui était quand même très très abîmé, indépendamment des différentes brûlures, qui étaient des brûlures post-mortem, donc ça c'était évident d'emblée, mais il s'agit d'un corps qui présentait un très très grand nombre de contusions, de traces diverses, qu'il faut relever de manière absolument systématique. Donc si vous avez 50 ecchymoses, vous n'allez pas dire il y a 50 ecchymoses. Vous allez les traiter une par une, les mesurer, etc., faire différents prélèvements pour déterminer si ces lésions sont strictement contemporaines de la mort ou si elles datent de quelques heures avant la mort. Donc ça, c'est l'examen microscopique qui va nous le dire. Et ça, vous le déterminez, vous arrivez précisément à le dater. Alors ça, on ne le fait pas dans le temps de l'autopsie. Ouais. On le fait pas dans le temps de l'autopsie. C'est après. Le temps de l'autopsie, c'est les prélèvements. Et ensuite, ces prélèvements, notamment au niveau des ecchymoses, de tout ce qui est saignement, tout ce qui est plaie, etc., va être examiné au microscope. Et le microscope
va nous permettre de dire, voilà, c'est contemporain de la mort, c'est arrivé 2-3 heures avant la mort, ou c'est arrivé la veille. Voilà. Donc la datation des lésions, c'est quelque Et au chose de fil de fondamental. l'autopsie, vous avez pu arriver à des éléments concordants Oui. pour les Alors, enquêteurs. Dès la fin de l'autopsie, parce que on a la chance, le terme de chance est un petit peu inapproprié, mais on avait la chance d'être devant un corps qui était très très parlant, parce que nous avions énormément d'éléments positifs, de traces, qui nous permettaient de dire, voilà, il y a eu un grand nombre de coups portés au niveau du visage, portés au niveau du cuir chevelu. Il y a eu des traces de projection, soit sur le sol, soit contre un support quelconque. Il y a des traces de strangulation, ce genre de choses. Il n'y a pas de traces évidentes de violence sexuelle. Mais ça prend du temps, mais ce sont des choses qui nourrissent l'enquête. C'est-à-dire que quand les enquêteurs partent au décours de l'autopsie, ils ont déjà tout un tas de billes dans leur sac. Et donc l'autopsie a pu apporter les éléments qui ensuite ont permis aux enquêteurs de confronter Jonathan Daval. L'étape suivante, il faut savoir qu'il s'est passé 3 mois avant que Jonathan Daval ne soit mis en garde à vue. Pendant ces 3 mois, les enquêteurs... alors qu'il était déjà cœur de cible depuis le début, ont minutieusement accumulé, ils ont fait un travail de fourmi absolument considérable, de manière à bétonner le dossier. Et donc le dossier médico-légal plus le dossier d'enquête sur place. Bien sûr, tout à fait. Les deux corroborent. Ouais. Antoine Diers et puis Bruno Poncet. Quand Alain, tu nous as dit qu'on allait recevoir un médecin légiste, auteur de BD, alors moi j'ai tout l'imaginaire qui se met en route d'abord sur la personne du médecin légiste. Alors on est un peu aidé par les séries, mais on imagine le médecin légiste à nœud papillon. On imagine le médecin légiste dans un style entièrement gothique. Vous êtes un peu habillé en noir, mais c'est encore sobre. Mais alors, quand j'ai découvert votre BD, je me suis dit, donc là, on a affaire au médecin légiste qui, après avoir ouvert un corps le soir, au lieu d'aller se promener en forêt, de profiter de la vie, eh bien, vous écrivez des histoires atroces sur des crimes, etc. Alors, on s'interroge tous sur la psychologie du médecin légiste. Est-ce que l'écriture, c'est une catharsis? Est-ce que c'est votre univers qui vous fascine et donc c'est également votre passion? Voilà, moi je suis très curieux de savoir pourquoi, sur votre temps libre, vous vous plongez encore dans des corps, dans des crimes, etc. Alors, au début, l'écriture était effectivement une catharsis, mais ça, c'était il y a 15 ans. C'est-à-dire, quand j'ai écrit mes romans, je m'étais juré de jamais écrire de romans sur des aspects médico-légaux. Donc moi, ce que j'ai écrit, ce sont des thrillers, des techno-thrillers, c'est-à-dire des thrillers avec une quête, ce qui peut être scientifique, archéologique, etc., mais essentiellement des romans d'action. Le côté scientifique de vos études de médecine. Tout à fait. Tout à fait. Mais je m'étais juré de ne pas écrire de polar parce qu'effectivement, j'avais envie de me changer les idées. Et c'est tout récemment, donc justement sous l'impulsion forte de Mourad, parce que Mourad, c'est un petit peu comme le parrain. Quand il vous fait une proposition, vous ne pouvez pas refuser. On connaît. Hein. Voilà, vous connaissez. C'est sous son impulsion donc que je me suis dit, allons-y, on va enfin écrire des histoires d'autopsie. Et puis, a posteriori, je me dis que j'aurais dû le faire plus tôt, quoi. D'accord. Et alors, au début de la BD, à la fin, il y a une expression, alors je ne l'ai plus tout à fait, mais c'est « et la vie reprend son cours ». Et donc, il y a cette ouverture sur la vie à chaque fois où on sent bien que vous côtoyez la mort et qu'en même temps, vous vous rappelez que vous êtes en vie. Oui, mais je veux dire, cette démarche, je dirais, elle est pas spécifique ou particulière aux médecins légistes. Ça vaut pour tous les médecins parce que dans le cadre de notre activité, on est nécessairement confronté au deuil, à la souffrance, à la mort. Et je dirais même que le médecin légiste y est peut-être moins exposé que d'autres spécialités médicales. Il y a moins de dureté parce qu'on sait que c'est déjà joué. On ne doit pas sauver la personne. Si vous travaillez, si vous êtes médecin urgentiste, si vous êtes anesthésiste réanimateur, si vous êtes cancérologue, si vous êtes pédiatre, vous voyez des gens mourir. Donc vous assistez à la mort des gens. Et ça, je veux dire, c'est un autre degré, je dirais, d'atteinte psychologique que le fait de voir des gens qui ont cessé de souffrir. Exact. Bruno. Moi, j'ai participé pendant 10 mois au procès sur les attentats de Paris. Et un après-midi, votre patron, le patron de l'IML, était venu nous expliquer et tout. Oui. Et il a énormément, moi je trouve, déjà c'était très détaillé, c'était très intéressant effectivement, mais surtout il a vraiment participé à l'expression de la vérité parce que vous savez, il courait un bruit comme quoi les terroristes auraient égorgé des gens, auraient même coupé des testicules pour les mettre dans la bouche. Tout ça, c'était les fachos qui racontaient ça sur les réseaux, mais dès le lendemain. Et en fait, lui a bien expliqué qu'il n'y avait pas eu coup de couteau, il n'y avait rien eu en fait.
moi j'avais vu, je suis resté 1h30 à côté des mecs, donc je savais bien ce qui s'était passé. Au Bataclan. Ouais, ouais, mais en fait, il y avait toute cette expression qu'il racontait partout. Et moi, j'avais été fasciné par ce qu'il a raconté, parce que c'est très technique. En plus, il était très gentil avec nous, parce qu'il avait quand même pas mal édulcoré le propos. Il avait dit des choses et tout. Mais pendant au moins 3-4 heures, il avait fait son audition. Et moi, j'avais trouvé ça incroyable, parce qu'effectivement, une fois que vous en avez fait une, toutes les autres, malheureusement, derrière se ressemblaient pour la plupart, mais chaque corps avait eu le droit à son histoire, avait eu le droit à son traitement, et j'avais trouvé ça très bien pour les familles. Et moi, j'avais trouvé ça incroyable d'avoir pu avoir ce temps avec le patron de l'IML pour nous expliquer ce qu'ils avaient fait, comment ils avaient travaillé, surtout un peu d'un point de vue technique. Une arrivée d'autant de corps, enfin voilà. Et donc, moi, je sais que vous avez participé à ça, et Oui, tout à fait. on peut vous remercier pour votre travail, parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont eu besoin de vous, Ça a de votre été travail. une nuit que vous n'oublierez, enfin des semaines que vous n'oublierez jamais, j'imagine ça. Tout à fait, tout à fait. C'est le genre de choses qu'on voit, je l'espère, du moins une fois dans sa carrière. Ouais. Pour nous, ça a été une semaine non-stop. On n'a fait que ça pendant une semaine. Les autopsies, Les autopsies. à la recherche aussi de oui, ce oui. qui s'était passé, même Oui, si on le savait. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais encore fallait-il... disons qu'une des principales questions qui était posée de manière absolument systématique et auxquelles il fallait répondre par respect pour les familles, c'est mon fils, ma fille, mon proche, a-t-il souffert? Ouais. A-t-il eu le temps de se voir mourir? Ouais, c'est Voilà. ça la question. Et l'autopsie est incontournable pour répondre L'autopsie à la peut y question. répondre, ça? Oui, l'autopsie peut y répondre dans un grand nombre de cas. Dans la mesure où il s'agissait de lésions par projectiles d'armes de guerre, donc avec ce type de munitions, je veux dire, vous êtes atteint à peu près n'importe où au niveau du torse, vous mourrez sur place, quoi. Voilà. Donc dans un grand nombre de cas, on pouvait affirmer sans risque d'erreur que la personne était décédée à l'instant même ou dans les secondes qui ont suivi le moment où elle a été touchée par les projectiles. Vous avez combien d'années de carrière maintenant? 35, un peu plus de 35 En ans. 35 ans de carrière, on a dû vous poser la question, mais pour ceux qui nous écoutent, quel est le pire souvenir ou l'autopsie que vous n'oublierez jamais, justement? Alors, outre les attentats de novembre 2015, parce que ça, c'est pas une autopsie, je dirais, c'est une parenthèse dans la vie qu'on n'oublie pas, quoi. Mais si vous parlez d'autopsie individuelle, je pense à une autopsie que j'ai faite en 2004 dans l'affaire du tueur en série Pierre Bodin, qui a commis plusieurs meurtres véritablement épouvantables en Alsace à cette époque-là. Et moi, j'avais fait la découverte de cadavres et l'autopsie d'une des victimes. Et c'était... Alors, je ne vais pas donner des détails parce que j'aime pas faire dans le gore inutilement, mais je dirais qu'on était à peu près au sommet de ce qu'on peut imaginer dans la barbarie, quoi. Voilà. Et c'est vous vous rendez sur place ou Oui. le corps vient à vous, Alors, en fait? à Paris, on ne se déplace pas. À Paris, on se déplace pas, c'est-à-dire qu'au niveau de l'IML de Paris, on fait que les autopsies. Et au-delà, on fait de toute manière que de la médecine légale du mort, parce qu'il faut bien comprendre qu'en médecine légale, vous avez aussi tout ce qui est médecine légale du vivant, les agressions sexuelles, les enfants battus, les coups et blessures, etc. Donc à l'Institut médico-légal de Paris, on fait que du mort. Et on ne se déplace pas sur les découvertes. Par contre, à l'époque, j'exerçais en Alsace, et au même titre que les autres médecins légistes de l'IML de Strasbourg, eh bien, lorsqu'on trouvait une personne décédée dans des conditions problématiques, eh bien, c'est le médecin légiste qui est d'astreinte à ce moment-là qui se déplace, à toute heure du jour ou de la nuit. Une question, pardon pour la naïveté, je te donne la parole, Fatima, mais est-ce que parfois vous leur parlez au cadavre ou pas? Non. 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 Parce que souvent, je vous dis ça Ouais. par rapport à ce qu'on peut voir dans les séries, où la personne fait l'autopsie et puis parle au cadavre en même temps qu'elle prend ses notes. Non. Non. D'accord. Ok. Fatima. C'est l'inverse de l'autre question. Quel est votre plus beau souvenir dans le sens où le moment où vous êtes vraiment senti utile, notamment dans ce désir de justice? Parce que moi, c'est ça, de rendre justice aux morts. À quel moment vous vous êtes dit, vraiment, ça a du sens ce que je fais parce que j'ai réparé une injustice ou j'ai pu permettre à une famille de comprendre la vérité ou de pouvoir faire le deuil parce qu'on allait sur une fausse piste, j'en sais rien. Ah bah, ça, je dirais, heureusement, ça m'est arrivé pas mal de fois. Ah, c'est bien. C'est pas au moment de l'autopsie qu'on a cette prise de conscience, c'est plus tard, quand on passe aux assises. Donc, 1 an, 2 ans, 3 ans après l'autopsie. Et lorsqu'on répond aux différentes questions qui fusent de la part du ministère public, de la part de l'avocat de la défense, de la part d'avocats de la partie civile,
Et qu'à la fin, alors c'est pas systématique, loin s'en faut, mais qu'à la fin, des gens viennent vous remercier. Donc soit les avocats, c'est bien ce que vous avez fait, en même temps c'est très humain, vous avez donné un certain réconfort à mes clients, ce genre de choses. Alors, ça m'est arrivé plusieurs fois, et là on a véritablement le sentiment d'avoir fait œuvre utile, non pas uniquement dans le cadre de la procédure judiciaire, mais également sur le plan humain et social. Est-ce que vous avez besoin de temps en temps de décharger auprès de psychologues, ou vous avez Non. une assistance médicale ou psycho Alors, non ni moi, ni aucun de mes confrères, que je sache, y compris, je dirais, au décours de ce qui a été... J'y reviens, hein, à la période des attentats de novembre 2015, qui était quand même... Et les policiers, beaucoup ont Oui. eu besoin d'une assistance psychologique, certains, et pas vous. Non, mais... Alors, le fait d'avoir un entourage familial qui est vraiment présent, ça aide énormément à décompresser. Et la BD aussi, Là, finalement, bien sûr. c'est une tout à fait, catharsis, ouais, tout à c'est fait, ça. tout à fait. Et alors, l'autopsie, le sacrificateur, pardon, ça c'est le volume 1 qui vient de sortir. Et combien de volumes il y aura? Pour l'instant, 3. Donc le deuxième, fin janvier, qui va être dans un univers totalement différent, qui va se passer à Chicago, avec un médecin légiste homme cette fois-ci, un médecin légiste dont vous verrez qu'il traîne un certain nombre de casseroles. Donc pour dire les choses, il n'est pas exactement MeToo compatible. D'accord. Voilà. Et à qui il va arriver pas mal de bricoles. Merci franchement Merci d'être beaucoup. venu dans Merci. les JG, Antoine Traqui. On vous conseille Autopsie. La maison d'édition, c'est celle du camarade Mourad Boudjelal, mais il nous l'avait conseillé d'inviter Antoine Traqui. Et franchement, Il on avait ne raison. regrette pas. Oxymore édition, Autopsie, premier volume, le sacrificateur. Merci d'avoir été Merci dans les beaucoup. GG.